notre situation restait extraordinaire. Alors extraordinaire dans les deux sens du terme, à la fois la douleur, l'épreuve, la souffrance, les témoignages horribles, terribles sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça fait partie de l'extraordinaire, ce qui ne devrait pas arriver tous les jours, mais qui arrive effectivement tous les jours. Et puis l'extraordinaire complémentaire, c'est que effectivement la société civile révèle encore des trésors de solidarité, des trésors de résilience, dit-on, même si le traumatisme n'est pas encore terminé. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre émission le professeur Denis Charby. Denis, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors la dernière fois qu'on s'était parlé, on s'en souvient, c'était un mois après le 7 octobre et vous étiez aux États-Unis en partie d'année shabbatique et vous êtes actuellement en Israël, de passage on va dire en Israël au cours de cette année shabbatique qui vous permet de voir un peu de pays comme ça à travers le monde et on en profite pour essayer d'avoir votre appréciation puisque nous sommes le 7 janvier 2024, 3 mois après le début de la guerre. Et je voudrais peut-être, avant d'essayer de nous projeter sur l'après-guerre, sous différents angles, essayer peut-être de dresser un bilan. Qu'est-ce qui a changé dans l'État d'Israël au cours de ces 3 derniers mois? Pour vous au moins, Denis. Je crois qu'il serait présomptueux de prétendre qu'il n'y a pas eu un changement. Tout le monde est beaucoup sur le plan politique, sur le plan civil, sur le plan militaire. C'est sûr que toutes les données ont changé, mais ça ne veut pas dire que le changement sera forcément durable et que le retour à la normalité ne se fera pas. Alors, très difficile aujourd'hui de préciser à quel moment cela interviendra. Tout ce que l'on dit aujourd'hui se passe dans une situation où la guerre n'est pas encore terminée, il n'y a pas encore de cessez-le-feu, on attend la libération des otages, l'éradication du Hamas, donc c'est vrai qu'on est dans le flou. Mais ce qui est évident, c'est que les priorités ont changé. Si elles étaient politique, judiciaire, rappelez-vous de l'importance qu'a pris la réforme judiciaire et la protestation contre cette réforme dans l'actualité de janvier 2023 jusqu'à septembre, jusqu'au 6 octobre, comme on dit aujourd'hui. Non, c'est sûr que il y a aussi des retombées économiques dont on n'a pas encore exactement le contour, mais c'est clair que il y aura énormément de changements, même si effectivement on voit bien maintenant, depuis quelques jours en tout cas, si ce n'est depuis quelques semaines, que voilà le naturel revient au galop. Alors justement, les clivages politiques, on a eu la semaine dernière la décision de la Cour suprême. Tout ceci nous a rappelé que notre situation restait extraordinaire. Alors extraordinaire dans les deux sens du terme, à la fois la douleur, l'épreuve, la souffrance, les témoignages horribles, terribles sur ce qui s'est passé le 7 octobre, les nouvelles aux informations qui tombent avec la disparition de soldats, de 5 soldats, des hauts gradés. Ça fait partie de l'extraordinaire, ce qui ne devrait pas arriver tous les jours, mais qui arrive effectivement tous les jours. Et puis l'extraordinaire complémentaire, c'est que effectivement la société civile révèle encore des trésors de solidarité, des trésors de résilience, dit-on, même si le traumatisme n'est pas encore terminé. On est encore, beaucoup disent, on est post-trauma. On n'est pas encore post-trauma dans la mesure où la guerre n'est pas encore terminée. On est dans un ongoing trauma, dans un trauma qui continue encore, alors qui frappe les uns plus que d'autres, bien sûr, mais voilà, il y a ces deux éléments et c'est vrai qu'on a tous formulé l'espoir que une fois la guerre terminée, et quand je dis la guerre terminée, avec quelle situation stratégique pour Israël, l'éradication du Hamas, oui ou non, la libération des otages, oui ou non. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est vrai qu'après, on formule tous l'espoir, un petit peu illusoire bien sûr, que rien ne soit plus comme avant. Le rien ne soit plus comme avant touche sans aucun doute toutes les personnes qui ont été directement touchées, directement visées, et leurs familles et leurs proches. Mais voilà, les clivages politiques, les réalités économiques, les difficultés sociales, tout cela reprendra. Alors,
on peut espérer avec un peu plus, je dirais, d'atténuation. Alors justement, dans la polarisation que nous avons connue. C'est ça. Justement, ce que l'on dit, rien ne sera plus comme avant. On parle beaucoup de paradigmes d'avant le 7 octobre. Quels sont les paradigmes qui, pour vous, ont changé? Qu'est-ce que l'on ne peut pas revenir? Quels sont les points sur lesquels on ne peut pas revenir comme s'il ne s'était rien passé le 7 octobre? Alors, je crois, et j'essaie ici d'être le plus consensuel possible, je crois que si on a fonctionné depuis 2014, je prends 2014 parce que c'était la dernière opération significative, il y en a eu d'autres après, mais elles n'ont pas eu l'importance qu'a eu l'opération Bordure de Protection 2014. Je rappelle également que c'est à partir de 2014 qu'il n'y a plus de négociations entre Israéliens et Palestiniens. Donc, depuis 9 ans, le paradigme qui a dominé, c'était que la question palestinienne devenait marginale, que les Palestiniens n'avaient plus la possibilité, que ce soit l'autorité palestinienne ou le Hamas, n'avaient plus la possibilité d'empêcher, n'avaient plus ce carton joker, ce veto qu'ils pouvaient avoir sur les relations entre Israël et les pays arabes. Et c'est le fameux héritage des accords d'Abraham qui ont été signés, quand bien même aucune avancée n'avait été faite au moment de leur signature avec les Palestiniens. Là, je pense qu'aujourd'hui, considérer que la question palestinienne est marginale, qu'elle n'intéresse plus personne, que c'est fini, qu'on peut aujourd'hui avancer de l'avant, être ce que l'on est, sans tenir compte de la question palestinienne, je crois que ce paradigme-là, c'est fini. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on s'entend tous sur qu'est-ce que ça veut dire qu'une question palestinienne au centre. Ça veut dire que désormais, et imaginez, regardez, Daniel, vous qui avez suivi 7, 8, 10 campagnes électorales dans lesquelles on disait toujours c'est la question sociale qui l'a emporté, c'est l'Iran qui l'a emporté, mais la question palestinienne, c'est terminé, ça ne divise plus depuis que Netanyahou a déclaré à Bar-Ilan qu'il y aurait peut-être un jour un État palestinien, sans parler du plan Trump. À gauche, on n'osait plus l'évoquer. Là, c'est clair qu'on va revenir. Et c'est là où je dis précisément que les clivages ont changé, mais il y a des choses qui vont revenir. Cette question palestinienne, qui avait en quelque sorte cessé de nous diviser, pour lesquels il n'y avait plus que, le Meretz, qui lui-même n'est même plus représenté à la Knesset, qui encore y tenait peut-être encore, c'est évident que quand bien même, je ne dis pas que remettre au centre la question palestinienne, ça veut dire qu'on va être d'accord sur la manière de résoudre cette question, mais en tout cas, on ne pourra plus faire, et si ce n'est pas nous, c'est vraisemblablement ni les États-Unis, ni l'Union européenne qui nous laisseront faire. Pourquoi ? Parce que ça a été l'embrasement, parce que des guerres comme celle-là, on ne peut pas les avoir chaque année. C'est pas une petite opération militaire qu'on décrète et 3-4 jours après on revient. C'était les 2 dernières opérations de 2022 et début 2023. Là, il y a incontestablement une actualité, une présence. Et puis, il y a toutes les retombées, la haie, les opinions internationales, le sort de la diaspora. Voilà, tout ceci fait que s'il y a bien une chose qui, me semble-t-il, mais je peux me tromper, mais il ne sera pas facile, en tout cas, de revenir, si tant est qu'il y en ait qui ait cet espoir-là, de revenir à la situation du 6 octobre où la question palestinienne, sans être réglée, est gérée. Alors, je vais vous poser. Les modalités, elles vont être très compliquées. Alors, et là, je termine là-dessus. Ça va être ni l'annexion, mais ça veut dire quelque temps depuis Trump, en tout cas, on avait compris que l'annexion, c'était pas de l'immédiat. Et tous les plans de Smotrich, notamment Smotrich, je crois que ça s'est terminé. Et puis, je dirais également, pour ce qui restait de la gauche, la solution à 2 États tchic-tchac, si j'ose dire, ça aussi c'est terminé. Il y a plus on peut pas concevoir quelque chose à cet endroit. On va, semble-t-il, sur un plan de reconstruction, si les choses évoluent bien, sur un plan de reconstruction économique, sociale, voire éducatif, qui serait mené avec une task force, une force internationale présidée économiquement par l'Arabie Saoudite, elle sera très importante. Et puis, voilà, des jalons, des États avec une nouvelle direction palestinienne, ça aussi, c'est évident, et sans doute aussi une nouvelle direction politique israélienne. Je ne crois pas que l'équipe qui est au pouvoir depuis 2022 est en mesure de relever ce défi-là. Alors, je voudrais peut-être vous suggérer un paradigme aussi qui s'est révélé, on va dire, dépassé le 7 octobre, à savoir que
Ce n'est pas parce qu'Israël occupe les territoires, eh bien, que finalement les Palestiniens combattent. Puisque finalement, ce que l'on a vu, et c'est même pas des journalistes qui le disent, ce sont les gens du pourtour de la bande de Gaza, qui ont été, pendant de nombreuses années, on va dire, des pacifistes, des activistes en faveur d'une coexistence pacifique avec les Palestiniens, qui le disent, qui disent... ça prouve que finalement ce conflit va au-delà d'un problème territorial, qu'il s'agit lorsque le Hamas est rentré dans les localités du sud de la bande de Gaza, c'était pour tuer du juif, pas tuer un Israélien, et qu'ils n'ont pas fait la distinction entre ceux qui étaient de gauche ou de droite, et que finalement ça dépasse de loin le problème territorial, et que c'est un problème de civilisation, de religion, de culture. Là, je vous suis, Daniel, en partie. Bien entendu que ce n'est pas qu'un problème territorial. Là-dessus, on est bien d'accord. Je crois que il y a pas. La question, c'est est-ce que la question du territoire, peut être un élément, je dirais, central de la résolution du conflit. Voilà. L'argument comme quoi les habitants, une partie des habitants, comment dirais-je, avaient de bonnes relations, pratiquaient la coexistence, vous avez tout à fait raison, Daniel. Je pense là que la gauche, ou ce qu'il en reste, parce que c'est pas la gauche politique n'existe pas aujourd'hui. À la Knesset, elle n'est pas représentée. Et c'est pas Yair Lapid qui allait, c'est oui. Les membres de son parti qui s'occupaient de faire venir les malades du cancer de la bande de Gaza pour aller à Tel HaShomer. Mettons quand même les choses au point. Ne confondons pas, ne tombons pas dans cette manière comme ça qu'on a très souvent de tout ce qui n'est pas à droite, c'est de la gauche. Non, c'est pas le cas. Ces associations, ce sont peut-être, comment dirais-je, non, je voudrais dire ça autrement. Elles n'ont jamais, faut bien comprendre, elles n'ont jamais fait ce qu'elles ont fait, des camps de vacances, des rencontres entre Palestiniens et Israéliens, etc. D'abord, c'était plutôt avec la Cisjordanie. Oui. Et je sais que vous ne serez sans doute pas d'accord avec moi, je ne pense pas, très sincèrement, je peux me tromper, je ne pense pas qu'un militant du Fatah aurait commis le massacre du 7 octobre tel qu'il s'est déroulé. Pour cela, il ne fallait pas simplement la cause palestinienne, il fallait l'islam radical. Denis, juste, je vous arrête parce que sur ce point, il y a des sondages qui ont été... Oui, mettons les choses au point, ok. Nous soutenons tous l'action israélienne, aucun d'entre nous, nécessairement, n'aurait été capable de bombarder. Donc, ce n'est pas parce qu'on soutient qu'on est capable de faire. Ah, ça, je comprends pas. Je comprends bien qu'il y a actuellement, mais ça, c'est une polarisation qui est liée au conflit. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de clivage au sein de la société israélienne. Pourtant, on a des idées très différentes les uns des autres. Mais quand il y a un conflit, on dit en anglais « rally to the flag ». On se rallie au drapeau. Okay. Oui. Alors après, il faudra effectivement, et ce soutien-là, qui n'est pas un soutien du bout des lèvres de la part de la population palestinienne à l'opération du Hamas, montre bien que le problème s'est enquisté. Donc je ne nie pas absolument la gravité du problème. Tout réduire à l'antisémitisme, je le dis très, très, très sérieusement, tout réduire à l'antisémitisme, vous savez, c'est peut-être vrai, je ne conteste pas, mais tout réduire à l'antisémitisme, cela veut dire que l'on se débarrasse de la solution politique qui pourra non revenir sur le devant de la scène. Parce que ce qui veut dire, Denis, que... On est bien d'accord là-dessus. Aujourd'hui, le conflit est existentiel. Et quand un conflit est existentiel, il n'y a pas de place pour une solution politique. Donc là-dessus, on est d'accord. Actuellement, il n'y a pas de place pour une solution politique. Et après, à l'après-guerre... Une fois qu'on aura procédé à un plan Marshall politique et économique, il faudra tester si on peut réduire le conflit existentiel à une solution politique. C'est pas donné, je dirais même plus, je suis pessimiste, je ne le crois pas. Mais la chose devra être tentée, et si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est sans doute la communauté internationale qui l'exigera. Dans les solutions dont on parle aujourd'hui sur l'après-guerre, on le sait, il y en a une qui suscite beaucoup de polémiques, c'est celle d'une sorte d'émigration degré de la part de la population, une partie importante de la population de Gaza, on ne sait pas combien, de milliers, de dizaines de milliers d'habitants de la bande de Gaza, qui aussi, sur la base de certains sondages, apparemment 80% d'entre eux seraient prêts à partir pour aller vivre ailleurs mieux qu'ils ne vivent depuis de nombreuses années dans la bande de Gaza. Mais passons. Est-ce que
dans la série des paradigmes qu'il faut peut-être modifier. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, plutôt que d'essayer de revenir à une tentative de solution qui, vous le dites vous-même, c'est pas sûr que ça va marcher, de réinstaurer une autorité palestinienne quelconque, renouvelée, remodelée, redynamisée, etc., dans la bande de Gaza, avec les mêmes jeunes que l'on voit avec leur Kalachnikov, les enfants que l'on voit éduqués au Kalachnikov. Est-ce que finalement, on ne peut pas sortir des sentiers battus et dire, finalement, il y a eu des déplacements de population. Et si elle est de gré, si elle n'est pas forcée, s'il ne s'agit pas d'un transfert forcé, pourquoi ne pas l'envisager ? Alors, deux choses. La première, c'est qu'il faut bien comprendre, toutes ces déclarations aujourd'hui serviront demain, et assez vite, le tribunal pénal de La Haye pour condamner Israël pour intention de génocide. Parler de transfert, fut-il volontaire. Je vous l'accorde qu'actuellement, Smotrich et Ben Gvir ne parlent que de transfert volontaire, c'est-à-dire qui suppose l'accord, le consentement des personnes qu'on aura interrogées. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce sont des choses qui jettent de l'huile sur le feu, sur l'accusation qu'on va porter à tort à Israël qu'elle commet un génocide parce qu'elle en aurait l'intention. Donc ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, discutons. Pourquoi penser qu'il n'y a de place pour une solution que ou l'une ou l'autre ? Et j'ai envie de dire, je vais faire un pas énorme, je vais faire un pas très audacieux. Vous allez être surpris. Il n'est pas exclu, on peut ne pas exclure l'idée qu'il y ait un volet, vous entendez bien Daniel, un volet qui consiste, pour résoudre le problème, à dire que, dans un cadre général, les Palestiniens au Liban obtiendront la citoyenneté libanaise, les Palestiniens en Syrie obtiendront la citoyenneté syrienne, une partie des volontaires qui veulent émigrer, et d'ailleurs il y a une immigration volontaire qui existe, elle n'est pas énorme, mais elle a toujours existé. Allez voir à Dubaï, allez voir dans les Émirats arabes, combien de fois vous entendez qu'il y a des Palestiniens qui vivent. Comment ils sont venus là-bas ? Ils sont partis volontairement et ils n'ont pas demandé l'avis au gouvernement israélien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand bien même on pourrait avoir le volet dont vous parlez, ça ne peut être un volet que dans le cadre d'un règlement général où il y aurait un débouché politique et de l'ordre d'un État, fût-ce un État minus, pas encore un État souverain, qui concerne la bande de Gaza et la Cisjordanie. L'idée de dire c'est ou deux États ou le transfert volontaire, l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Et donc, oui, vous me demandez, vous me mettez le dos au mur, dans le cadre d'un règlement général qui donnerait aux Palestiniens le débouché étatique qui pourrait être une solution, je n'en suis pas sûr, mais qui pourrait être une solution, alors dans ce cadre-là, peut-être qu'on pourrait dire, écoutez, il y a 2 millions, enfin un peu moins aujourd'hui, mais 2 millions 300 000, 200 000 et quelques Palestiniens dans la bande de Gaza. On pourrait penser aussi élargir le territoire de la bande de Gaza. La créativité, on en a tous et elle devra avoir lieu. Mais dire la solution, c'est prendre, je sais pas moi, 1 million d'entre eux et allez, on va les disperser au Congo, au Sénégal, au Mali et ailleurs. D'abord, c'est peu probable et ça mettra, si ce n'est que cela, voilà, il faut bien comprendre, si ce n'est que cela, Israël sera mis encore plus au banc de l'opinion internationale. Et puis j'ajoute autre chose. Pour moi, cette solution, c'est exactement le même paradigme qui a présidé aux 10 dernières années. L'hubris, la toute-puissance. Allez, mais depuis les années 80, on va au Liban, on déloge le président et on met Béchir Gemayel, on va refaire le Moyen-Orient, on va redéplacer les populations. Non. On peut pas, voilà. Ça, un peu d'humilité. C'est exactement l'esprit qui a été fatal à l'État d'Israël le 7 octobre. Et vous voulez, sous prétexte que ce sont d'autres paramètres, le départ, etc. Et puis, c'est vraiment faire porter sur Israël la responsabilité de quelque chose qui sera terrible. Alors, je préfère que ce soit un appendice d'un accord général, mais surtout n'en faisons pas
Et d'ailleurs, la preuve que ça a été jugé très condamnable, c'est que le lendemain, Yoav Gallant s'est fendu de son plan pour dire non, la voie du gouvernement, c'est pas le plan de transfert volontaire de la population palestinienne de Gaza. Bon. On l'a bien compris. En tout cas, merci beaucoup, professeur Denis Charbit, de nous avoir donné votre appréciation à la fois des bilans de ces 3 mois derniers, de 3 derniers mois passés, et de ces perspectives d'avenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci.